il faut reconnaître quand même qu'il y a que le multilatéralisme est un peu en crise. Mais il faut travailler sur cet axe pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour protéger la coopération au développement face à cette crise du multilatéralisme. Et nous pensons que plusieurs leviers peuvent être mis en action dans ce sens. Premièrement, il faudrait peut-être promouvoir les partenaires multilatéraux, notamment à travers le soutien aux réformes et institutions internationales, telles que l'ONU, telles que l'Organisation mondiale pour le commerce, telles que la FAO et les banques multilatérales de développement pour garantir que les États membres collaborent sur des objectifs communs. Il faudrait également voir comment encourager la formation de coalitions entre pays, entre pays et ONG, entre pays et secteurs privés pour aborder des problèmes globaux comme le changement climatique, comme la lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. Donc de grandes problématiques sur lesquelles nous devons voir et chercher à avoir des actions collectives. Deuxièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi concevoir des mécanismes de financement innovants pour attirer des investissements privés dans les projets de développement durable en les associant à des financements publics. Il faudrait aussi promouvoir l'attractivité des pays en développement à travers la mise en place de fonds de garantie, d'assurance pour réduire les risques associés aux investissements. Et troisièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi adopter de façon globale une approche proactive pour anticiper les crises, pour adapter les politiques publiques aux imprévus et aux nouvelles réalités. En somme, nous sommes persuadés qu'en mettant en œuvre ces stratégies ou des stratégies semblables, en essayant de voir un peu surtout cette multitude d'axes, nous pouvons contribuer à rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes, optimiser la coopération au développement et réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme, même dans un contexte mondial difficile. Effectivement, il faut le reconnaître. Donc, il ne s'agit pas seulement de sauver un système, mais surtout de renouveler un pacte de solidarité mondiale sur des bases plus équitables. Je vous remercie. Well, thank you for that. And Merci beaucoup. Et Excellence, je voudrais vous poser une question assez semblable. Le Président vient de dire que le monde multilatéral est en difficulté, il ne faut pas le nier. Mais est-ce qu'il faut sauver le système? Pourquoi faut-il sauver ce système? C'est une question très simple. Pourquoi sauver le système? Pour éviter que le monde retombe dans les travers qui ont motivé sa création. Il faut se rappeler que ce que nous avons aujourd'hui comme système international découle d'une tragédie que le monde a vécue par 2 guerres successives. Et il a fallu s'organiser pour poser ce que nous avons appelé le droit international qui régit le multilatéralisme. Pourquoi le sauver? Pour éviter déjà que ce que nous avons donc connu comme horreur par le passé ne revienne. Et surtout pour ne pas oublier cet état de fait-là. Aujourd'hui, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que quand des conflits surviennent, la Société des Nations, qui est devenue les Nations Unies, est aujourd'hui en retrait au profit d'initiatives privées ou bilatérales pour gérer des situations de conflit. L'exemple le plus parlant, c'est ce qui est arrivé récemment au Moyen-Orient où,
un pays considère qu'il est en situation d'insécurité et décide d'aller attaquer un pays en prévention. Si chaque pays pouvait, sur la seule base de l'évaluation qu'il fait des menaces qui pèsent sur lui, aller s'attaquer à un autre pays, évidemment, aucun pays ne serait en sécurité. Or, l'état de paix convient le mieux à la condition humaine et au développement. Et c'est par justement la promotion d'un multilatéralisme fort et inclusif qui ne fait pas de la Société des Nations, je reprends encore l'expression la plus ancienne des Nations Unies, un lieu de délibération où 5 voix peuvent prévaloir, ou une seule voix peut prévaloir sur l'ensemble des voix parce qu'il y a des pays qui détiennent un système de veto qui fait que lorsque le monde considère que voilà ce qu'il est mieux aujourd'hui de retenir comme cadre d'action ou solution, un seul pays peut, sur la base de ses intérêts, décider que ce n'est pas ce qui convient le mieux, agir autrement ou enfreindre l'action collective. Ces règles sont à la fois politiques, elles sont financières, elles sont du ressort de la coopération qui doit être aujourd'hui réinventée. Malheureusement, chaque fois que le multilatéralisme recule, on entre dans l'environnement des grandes guerres que l'humanité a connues, avec le traumatisme qui a suivi. Et ce n'est pas parce que des générations sont venues derrière qu'ils n'ont pas connu la guerre qu'ils doivent négliger ce qui a été justement mis en place pour éviter que ces générations-là ne le connaissent. Donc le multilatéralisme doit être promu et défendu par tout le monde comme cadre d'action unique pour que nous assurer que le monde reste un monde de paix et de sécurité parce que le monde a un destin sécuritaire lié. Voilà, donc la paix passe par le multilatéralisme, c'est ça. Exact. Merci. Prime Minister, the same question. Premier ministre, je vous pose la même question. L'idée de la fin du multilatéralisme, c'est en fait un concept abstrait. Mais est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce qu'il y aurait des implications réelles dans votre pays? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voyons que le monde maintenant passe par des troubles, des problèmes climatiques, la faim, les guerres, des crises, des catastrophes. Et nous devons réfléchir au multilatéralisme où ces problèmes sont réglés par un concert de nations pour faire face à ces problèmes communs. Et si nous devons adresser les causes, les racines de ces problèmes, il faut qu'il y ait une approche multilatérale. C'est en fait la seule possibilité. Et ça fonctionne mieux, en fait, le multilatéralisme doit être utilisé, comme nous l'avons vu dans ces 2 jours de discussion, au bénéfice de tous. Et nous pouvons tirer des conclusions ici de nos débats. Maintenant, nous voyons que nous devons matérialiser et mettre en œuvre ces conclusions pour nous adapter aux nouvelles donnes, mais nous devons faire en sorte que l'approche multilatérale soit réellement efficace. À mon avis, l'approche multilatérale est une théorie et une pratique. Quelque chose que nous devons faire pour les enfants, pour les communautés, pour la jeunesse, pour les femmes et pour toutes les nations. Personne ne devrait être laissé pour compte. Et nous ne pouvons avancer que par le biais du multilatéralisme. Est-ce que vous êtes préoccupé que nous allions vers un monde où les plus puissants peuvent faire ce qu'ils veulent, où les grands pays, parce qu'ils sont grands, peuvent faire ce qu'ils veulent, et que les petits pays n'aient plus aucun pouvoir, donc la loi du plus fort? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Bon, je ne vais pas parler de taille de pays, mais je veux parler du niveau de développement, c'est ça qui m'intéresse. Et comment ils parlent ces pays? Parce que nous voyons qu'il y a des idéologies, des opinions, et tout cela dépend du niveau de développement et non pas de la grandeur ou petitesse d'un pays. Je ne veux pas parler des grands pays, mais les pays développés doivent se centrer sur ces questions et elles doivent se joindre à cette approche et accepter le multilatéralisme dans tous ses aspects. Merci beaucoup. Et maintenant, une question peut-être aux deux présidents des deux institutions. Cette idée que le monde multilatéral et les institutions multilatérales sans les États-Unis, simplement parce que les États-Unis étaient là à la création, ne peuvent plus exister. Soyons francs, les États-Unis ne sont même pas là. Alors, il y a vraiment un appétit, disons, pour que d'autres institutions, d'autres pays se réunissent. Même si le centre de gravité change, ça ne veut pas dire que ces institutions vont tomber dans l'oubli. Qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous proposer une réflexion et un appel à l'action. Je vais parler en français dans ces remarques initiales. Forcer le message du président du Sénégal. Et c'est une question à laquelle je réfléchis presque tous les jours. Parce que le système multilatéral a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, il y avait un pays qui représentait 75% de la production et de l'économie mondiale. Mais le monde a beaucoup changé depuis lors. Et il faut adapter le système. De la même façon que l'Union européenne est née des cendres de nos guerres. C'était aussi un peu plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette période de 70 ans, 80 ans de paix a été la période plus longue de paix en Europe de notre histoire. Donc, il faut absolument résister, il faut absolument lutter, parce qu'on lutte pour la paix, on lutte pour la civilisation et la démocratie. Et je pense qu'il faut rallier tout le monde autour de nous. Et cette réunion-ci me donne beaucoup d'espoir, parce que le mot crise peut aussi avoir la signification de changement. Et je veux vraiment tirer de cette réunion cette idée. Nous sommes dans un moment de crise, c'est-à-dire un moment de changement. And that's my call for action. Et maintenant, je passe à l'appel à l'action. Il y a trois idées fondamentales. Tout d'abord, nous devons réfléchir, nous les y avons déjà mentionné d'ailleurs, nous devons nous éloigner de cette idée du Nord qui fournit l'aide au Sud, qui est basée sur une vision coloniale du monde et une réalité économique différente. Il faut maintenant passer à de véritables partenariats. J'ai eu une réunion avec le Premier ministre de l'Inde et nous allons voir comment construire un véritable partenariat entre l'Union européenne et l'Inde et dans le monde entier. Je suis sûre qu'on peut imaginer différentes approches qui s'éloignent de cette idée du grand pays qui est paternaliste, qui donne son aide aux petits pays pauvres. Alors, centrons-nous sur des résultats concrets. Par exemple, on a déjà mentionné la question de la santé. Ou l'eau, par exemple. Nous allons produire maintenant un rapport sur ce que font les institutions multilatérales pour les problèmes de ressources en eau. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes, la sécurité numérique. Centrons-nous sur des aspects concrets orientés vers l'impact. Par exemple, en mentionnant la santé, cette semaine, la Banque européenne d'investissement a donné une facilité de 1 million au Gavi, donc l'Alliance des vaccins. Nous avons renoué notre coopération avec la Fondation Gates et avec d'autres organisations, l'Organisation mondiale de la santé, pour construire des installations de production de vaccins en Afrique. Nous avons signé des accords pour soutenir la santé, les soins de santé au niveau primaire. Alors,
centrons-nous sur des objectifs concrets. C'est ça qui va marquer la différence. Alors, voyons donc ces actions concrètes dans cet engagement de Séville et je pense que c'est une voie pleine d'espoir à suivre. Alors, merci. Je vous pose la même question. Pleine d'espoir à suivre. Alors, merci. Je vous pose la même question. Center of gravity changes. Oui, même si le centre de gravité mondial change. Alors, j'ai déjà mentionné que cette conférence me donne beaucoup d'espoir sur le multilatéralisme. En fait, cela nous montre que nous sommes plus forts que ce que nous croyions. Nous devons nous centrer sur des choses qui nous unissent. Et chaque fois qu'on se concentre là-dessus, on peut arriver à un consensus concret. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Certaines ont mentionné l'innovation financière. Nous travaillons beaucoup là-dessus aussi. Par exemple, ici, à Séville, dans les plateformes, nous avons annoncé 3 innovations. Une, c'est donc travailler avec les monnaies, les volatilités et le risque, c'est très important. Une autre approche, c'est la résilience, comment travailler ensemble en matière de résilience et l'exposition au risque. Comment pouvoir réagir face aux catastrophes. Ça nous renforce, ça renforce notre résilience commune. Et ensuite, les régions. Travaillons avec les régions. Il y a des gens dans ma région qui veulent s'unir. Disons que nous voulons, par exemple, protéger l'Amazonie ensemble. Et donc, il y a un programme qui s'appelle l'Amazonie pour toujours. Et les obligations pour l'Amazonie. Et nous travaillons avec la Banque mondiale et d'autres. Nous serons les premiers à émettre des obligations pour l'Amazonie. Et cela va susciter un effet d'entraînement. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous unit de manière concrète. Et cette conférence est un endroit où je vois qu'il y a cette approche pragmatique, des résultats concrets qui nous unissent. Merci. Et Marc Schussmann, une question. Nous avons beaucoup entendu parler que notre idée de développement est aussi centrée sur le partenariat où toutes les parties soient gagnantes. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ce jeu où toutes les parties sont gagnantes? J'aimerais revenir à la question que vous avez posée à vos excellences au début, c'est-à-dire que le multilatéralisme est un concept abstrait. Et pourquoi cela est important? Bon, la réponse, c'est la même réponse à ce que veut dire une attitude win-win, donc où tout le monde est gagnant. Et ce qu'a dit la présidente Calviño, c'est un défi que je vous pose à tous. Nous avons l'obligation ensemble que ce concept ne soit plus abstrait. La manière de changer les mentalités, c'est de passer au concret, aux résultats concrets. Vous avez donné des exemples très concrets de partenariat. La présidente Calviño a parlé aussi par exemple, nous avons un partenariat pour l'éradication de la poliomyélite. Nous pensons que nous pouvons y arriver dans quelques années. Il y a d'autres exemples concrets d'éradication de maladies qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'une approche multilatérale. Vous avez entendu parler de la rénovation de notre engagement avec le Gavi et avec le président Sanchez était là où il a dit qu'il allait augmenter la contribution espagnole au Gavi. Et le Gavi a sauvé 19 millions de vies grâce au vaccin
Et ceci a été fait sur la base de partenariats. Donc nous avons pu réduire de 50% les vaccins. Et les pays ont pu recevoir le soutien du Gavi et le soutien du Fonds contre la malaria et la tuberculose. Et donc ceci ne peut être fait que par le biais de plateformes avec des partenariats comme nous par exemple. Et aussi ça implique le secteur privé puisque c'est le secteur privé qui produit les vaccins, les antirétroviraux, etc. Et donc c'est un exemple de multilatéralisme en action qui donne des résultats concrets pour les populations. Et je suis convaincue que les contribuables en Espagne ou même aux États-Unis, si vous leur expliquez la situation, ils sont très satisfaits que l'on investisse ainsi l'argent public. Et en fait, ça se passe par un partenariat, ça répond aux priorités des pays du Sud qui participent justement à la prise de décision. C'est ça que nous devons faire. C'est ça, dans ce modèle où nous sommes tous gagnants. Donc, être concret, des résultats concrets qui peuvent être perçus sur le terrain dans les pays et des résultats qui auront un effet d'entraînement politique aussi dans les pays qui maintenant ont envie de se retirer. Et vous avez parlé des contribuables. Je crois que c'est très intéressant parce que hier, la chef de la Commission a dit les Européens maintenant nous fournissons 40% de cette aide au développement et à la coopération. Et en même temps, l'Europe a ses propres difficultés. Et le président français l'a aussi dit très clairement hier. Nous parlons de coopération internationale à un moment où il y a des guerres dans le monde, où il y a vraiment des droits de douane remis en question. Enfin, alors, je ne sais pas très bien comment vous utilisez, comment pouvez-vous jouer un plus grand rôle là-dedans? Oui, il s'agit d'être concret sur les partenariats qui donnent des résultats. Par exemple, dans le domaine de la santé. Alors, il y a un partenariat avec la BID. Il y a une facilité commerciale qui va donner des prêts à des femmes en Afrique orientale. Ça, c'est très concret. Aussi, l'IADB a parlé d'instruments financiers de partenariat pour soutenir l'Amazonie. Tous les leaders, les responsables de gouvernement présents ici ont souscrit des partenariats dans ce cadre multilatéral. On a entendu aussi parler de réduction, mais donc nous devons montrer que l'argent peut être dépensé de façon efficace. Il faut aussi, par exemple, Gabi, 19 pays ont pu être reclassés, mais il faut donner un soutien et des infrastructures qui leur permettent d'être reclassés. Donc, il y a bien sûr des défis, mais je pense que la réponse pour nous tous, c'est qu'il faut être concret et spécifique par rapport aux résultats, et cela va aider à changer les récits. Merci beaucoup. Cette conversation est fascinante, mais on vient de me dire que le temps pressait. Alors, il y a une déclaration, un engagement qui a été signé à Séville. C'est une déclaration politique, peut-être pas contraignante, mais cela représente quand même un élan important. Alors, quelle est la priorité? En quoi est-ce que vous croyez fondamentalement? Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en œuvre de façon très pratique? Que faut-il mettre en œuvre dès demain? Merci beaucoup encore. Je pense que effectivement cette déclaration est importante et vous avez évoqué dans vos différentes questions des aspects très importants ou plus exactement des thématiques sur lesquelles effectivement il est intéressant de s'atteler un peu quand vous parlez du multilatéralisme, quand vous parlez... Mais par rapport à votre question quand même, moi je pense qu'il y a effectivement une priorité, ou il y en a même plusieurs. Mais parmi ces priorités-là, il y a utilité d'établir ou
de bien renforcer la confiance, c'est important. Mais il y a aussi, en termes de développement, l'utilité d'harmoniser ces liens entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires. Ce lien a besoin effectivement d'être harmonisé au profit du développement. Je parle des politiques de donateurs et des politiques de bénéficiaires. Là, il y a de part et d'autre des politiques qu'il y a effectivement utilité d'harmoniser, notamment en ce qui concerne l'utilisation et les procédures pour cette aide au développement. Pour ceci, je pense que nous devons chercher à renforcer le dialogue entre donateurs et bénéficiaires à travers des consultations régulières pour garantir une compréhension mutuelle des besoins, d'abord, aussi pour assurer une meilleure efficacité des moyens mis en œuvre. Les pays donateurs doivent soutenir les stratégies nationales des pays bénéficiaires en adaptant leur contribution au plan de développement établi par ces pays bénéficiaires. Il faut aussi encourager les donateurs à réaliser des évaluations approfondies des besoins, des priorités de ces pays bénéficiaires avant de définir les programmes d'aide. Là aussi, il y a utilité d'une systématisation de l'utilisation des procédures nationales et le recours aux appuis budgétaires pour optimiser l'impact tout en œuvrant à promouvoir les réformes dans la gouvernance des systèmes budgétaires et financiers des pays en développement. Il faudrait aussi agir un peu sur l'agilité et l'adaptation à travers certains axes. On peut voir sur l'axe des modèles d'aide flexible pour permettre aux pays bénéficiaires de modifier les priorités en fonction de l'évolution des priorités et des contextes, de leurs propres priorités et leurs... il faut aussi que les pays bénéficiaires puissent bien comprendre qu'ils ont besoin d'être en permanence en situation d'apprentissage, un apprentissage continu, essentiellement pour permettre la mise en place des mécanismes de feedback pour ajuster les programmes d'aide en fonction des résultats et des leçons apprises. Il y a là aussi toujours besoin de promotion de la transparence et de la redevabilité. Et là, il y a l'utilité du partage d'informations pour assurer un accès transparent aux données sur l'aide et les résultats, en permettant ainsi plus de suivi et plus d'efficacité. Avec des mécanismes aussi de redevabilité, un établissement des systèmes pour que les donateurs et les pays bénéficiaires rendent compte sur l'utilisation des ressources et de l'atteinte des objectifs. Globalement, pour conclure, je pense qu'il est possible de créer une synergie entre les priorités de développement des pays bénéficiaires et les politiques des donateurs. Les donateurs deviennent ainsi des partenaires qui soutiennent les priorités définies par les pays bénéficiaires eux-mêmes, dans un cadre de confiance, dans un cadre de transparence et de responsabilité mutuelle. Le succès, donc, dépend autant de la qualité de ces relations que des ressources mobilisées. Je vous remercie. Well, thank you so much. Merci, merci beaucoup. La même question s'adresse maintenant pour terminer cette séance.
Lorsque vous serez parti de Séville, lorsque vous serez rentré au Sénégal, que souhaiteriez-vous voir mis en œuvre? Je vais prendre un seul point. Évidemment, l'engagement de Séville comporte des points majeurs, mais il y en a un seul que je prendrai peut-être pour davantage en souligner l'importance et l'impact de son application dans les meilleurs délais. Quand vous avez des problèmes d'endettement aujourd'hui, comme c'est le cas du Sénégal, parmi les réformes qu'on vous demande de mettre en œuvre très rapidement, c'est celle-là qui consiste à assurer une meilleure mobilisation des ressources internes. Et ces ressources internes sont constituées principalement par la fiscalité qui est acquittée par les entreprises. Et les entreprises qui sont censées payer le plus d'impôts, généralement, c'est celles qui payent le moins d'impôts. C'est des entreprises qui sont plus grandes, qui réalisent de plus grands chiffres d'affaires et qui réalisent donc généralement un bénéfice plus important. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous avez une entreprise qui vient exploiter des ressources minières ou autres dans un pays sous-développé, la première chose à laquelle ces entreprises-là veillent, c'est quel est l'environnement fiscal? Est-ce qu'il y a une convention fiscale qui permette de payer le moins d'impôts dans le pays où le revenu ou la richesse est créée, évidemment pour aller le payer dans les pays d'origine de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'il y a une inefficacité dans le prélèvement des ressources qui est due à ces conventions-là qui sont signées. Et en même temps, quand ces pays-là ne parviennent pas à mobiliser beaucoup de ressources, ils font recours à l'endettement. Mais quand ils s'endettent dans les pays comme les nôtres, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est des infrastructures qui coûtent cher. Et le pays qui vous prête l'argent, à qui vous allez rembourser intégralement en payant les intérêts, va vous imposer qu'une entreprise du même pays vienne réaliser l'infrastructure dans votre pays avec une exonération. Donc l'entreprise viendra réaliser le marché dans votre pays, réaliser l'infrastructure sans payer d'impôts dans le pays ou en réalité qui lui a donné l'opportunité de s'enrichir à travers un marché. Et derrière, vous allez payer les intérêts de la dette et souvent même on vous apporte un personnel qui vient aspirer par les salaires et autres ce que vous auriez dû créer comme richesse dans le pays. Donc quand je retournerai ça à quoi je m'attends le plus rapidement possible, c'est un nouveau cadre de convention fiscale qui permet une taxation des revenus dans les pays où la richesse est créée, à savoir les pays les moins développés. Voilà, merci beaucoup. And Prime Minister, just very briefly, because we're running out. Monsieur le Premier ministre, très rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. Quelle est votre toute première priorité, à votre avis, dans votre pays, une fois que vous serez rentré chez vous après Séville? Quelle serait votre toute première priorité? Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question, madame. Oui, ma question est la suivante. Quelle est votre toute première priorité? Quelle est la première chose que vous souhaiteriez mettre en œuvre à votre retour au Népal, là maintenant, tout de suite en 2025? Nous sommes un pays en développement. Nous l'avons été jusqu'à présent. Et nous sommes concentrés sur notre développement, sur la création d'emplois. Comment créer des emplois sans entreprise? Donc, nous voulons créer des entreprises. Et nous voulons nous baser sur la jeunesse. Il faut que la jeunesse crée des entreprises afin de créer de nouveaux emplois, davantage d'emplois. Et nous avons des programmes de formation pour ce faire. Et nous devons impliquer les gens, faire participer les gens au processus de développement. Donc, l'aide au développement est la bienvenue, mais nous voulons
utiliser ces investissements étrangers, ces prêts, cette aide sur nos priorités en fonction de nos propres nécessités, en fonction de nos propres besoins. Quels sont nos besoins, quelles sont nos priorités? C'est là qu'il faut investir. Nous connaissons nos priorités. Voilà, nous voulons surtout créer de nouveaux emplois. C'est ça notre priorité. Alors, nos partenaires au développement, eh bien, nous devons travailler avec eux dans le cadre de notre système budgétaire. Et voilà, tel que cela a été dit auparavant, les pays bénéficiaires doivent être responsables, bien sûr. Oui, nous sommes responsables, parce que nous devons développer notre pays. Nous sommes responsables. Mais si les donateurs n'agissent pas de façon adéquate, alors notre responsabilité ne pourra pas être exercée. Donc j'aimerais demander à tous les donateurs et aux partenaires pour le développement de suivre les canaux appropriés. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. 2025, que pourriez-vous dire? Oui, lorsque nous partirons de Séville, moi ce que j'aimerais, c'est que nous changions la conversation. Ne nous concentrons pas sur ce qui manque, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire ensemble. Ne nous concentrons pas sur les montants, mais sur les partenariats, la qualité avec laquelle nous travaillons ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Golfan, même question. Je pense que ma toute première priorité est d'avoir une liste concrète des résultats et des choses que nous pourrions mettre en œuvre afin de gagner la confiance de tout le monde et de pouvoir progresser. Oui, effectivement. Il nous faut créer des choses qui attirent la confiance. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Merci beaucoup. Excellent. Ça a été un plaisir de partager cette séance avec vous.